pourquoi une sixième république est indispensable. Et donc, on va reprendre cette présentation et aller jusqu'au bout cette fois-ci. Et donc, je vais repasser rapidement les éléments qui ont été vus la semaine dernière. Donc, en premier lieu, on commençait par un état des lieux, hein, c'est-à-dire que la France se trouve dans une situation qui est grave et qui se dégrade au fil du temps. Et donc, en se dégradant, elle finit par devenir grave, sérieuse. Donc, une société française abîmée, hein, comme je le disais la semaine dernière, par le chômage, le sous-emploi de masse, et ce depuis des décennies, donc avec toutes les conséquences sociales que ça a, donc, des suicides de salariés ou d'agriculteurs, avec le choc du libéralisme et de la performance à outrance, la remise en cause des retraites, avec notamment la discrimination des plus jeunes, puisque explicitement les plus jeunes ont moins de droits que leurs aînés, une dénatalité des personnes les plus éduquées, avec l'individualisme notamment, l'islamisation et le communautarisme, et les communautarismes. Donc une France dévalorisée qui se désindustrialise depuis des années et des années, de plus en plus, qui n'est pas le cas de l'Allemagne, qui est le pays à quel on nous compare souvent, avec un déficit commercial, c'est-à-dire qu'on vend moins à l'extérieur que ce qu'on achète. Donc un pays qui s'appauvrit fatalement. Et puis en interne, on dévalorise également la France par le dénigrement de notre nation et de notre peuple. Hein. Et on a l'habitude de prendre les gens pour des beaufs, pour des imbéciles et de mépriser le peuple français. Et une démocratie qui est malade, qui est le troisième point d'une dégradation, c'est des alternances politiques qui n'en sont pas, le référendum de 2005, et plus généralement une diminution des libertés et une répression féroce, hein, des gilets jaunes, mais pas que, hein, puisque avant les gilets jaunes, il y a eu d'autres répressions, comme celle pour la manif pour tous ou pour la loi travail. Donc c'est une chose qui aurait été impensable il y a encore 15 ans. Hein. Donc une France qui est dans une situation de blocage, et du coup ça va conduire à une république qui est en péril, puisque le système en place est extrêmement puissant, donc par l'oligarchie, qui n'est pas simplement française, mais qui est mondiale, l'Europe libérale, qui est puissante, les médias, qui sont omniprésents et qui distillent une seule voix unique, la justice, qui est, on l'a vu notamment pour les Gilets jaunes, qui est intransigeante et qui est expéditive à souhait. Et puis également avec une écologie de pacotille qui sert juste en fait à créer de nouveaux marchés. Des Français qui sont divisés, puisqu'on a des oppositions de classe, bon, je dirais ça c'est assez traditionnel, un sentiment d'impasse également, et du coup, ce sentiment d'impasse qui est ressenti par les Français dans différentes couches sociales conduit à la violence, puisque si on n'arrive pas à faire exprimer ce qui ne va pas et ce qui nous pénalise, eh bien forcément, on a tendance à monter, à être de plus en plus en colère, et ça conduit à des réactions violentes. L'opposition mondialiste, bon, symbolisée par Macron, souverainiste, symbolisée par Marine Le Pen, le libéralisme libertaire, c'est-à-dire tout ce qui est issu en fait de la culture de mai 68, symbolisé là par Daniel Cohn-Bendit, qui est l'archétype du libéral, c'est-à-dire en économie, bah, c'est le tout marché, et puis libertaire, où est-ce qu'on fait absolument ce qu'on veut, et on est dans une culture transgressive totale, qui détruit la société, qui oppose les gens au sein de leur propre famille, entre le père et le fils, entre l'homme et la femme, etc., etc. Donc des Français divisés également par le consumérisme, l'individualisme et la perte de conscience collective. Par exemple, l'engagement
dans les collectivités locales, on l'a vu au niveau des maires, on avait du mal à trouver des gens pour se présenter aux élections municipales, ou dans les associations, même les associations sportives, est de plus en plus difficile. Tout cela fait qu'on le fait de moins en moins peuple, avec un peuple de plus en plus divers, et donc ça crée des ferments de guerre civile. Pour l'état des lieux, en finale, donc, ça c'est ce qu'on peut dire sur la France, mais il n'y a pas que la France qui est dans ce mal profond. Le mal profond est au-delà, puisque ça va au-delà de la France, puisque la démocratie, elle est en perte de vitesse en France, mais elle est aussi dans d'autres pays. On a une mondialisation à outrance, c'est-à-dire, on le voit avec la crise du Covid-19, où l'épidémie s'est propagée à une vitesse invraisemblable, et le réchauffement climatique, l'effondrement écologique également, hein, qui est un autre problème que le réchauffement climatique, puisque avec l'accumulation de déchets, notamment dans les océans, les polluants de toutes sortes, agricoles ou autres, la biodiversité qui s'effondre, et donc la disparition d'espèces, hein, concrètement c'est ce que ça veut dire, et pour l'agriculture, l'érosion des sols. Il y a également ce que j'évoquais déjà la semaine dernière, donc la perte du nombre de langues. On va passer de 4000 langues à 1000 langues dans quelques années, c'est-à-dire c'est une perte de richesse humaine considérable. Et puis le terrorisme islamisme, hein, évidemment, il faut être très loin de l'oublier puisque c'est un phénomène mondial et majeur, évidemment. Mais il y a autre chose, c'est la robotisation également, hein, mais une robotisation qui va au-delà de servir les humains, qui est en fait où c'est les robots qui contrôlent les humains. C'est-à-dire, typiquement, c'est le radar automatique où c'est totalement automatisé, c'est-à-dire qu'il y a des machines qui contrôlent entièrement les humains. Pour moi, c'est une barbarie absolue. On va plus loin que ça encore, puisqu'il y en a même qui les tuent, hein, c'est-à-dire qu'on est tué par des machines qui sont contrôlées que par elles. C'est affreux, c'est affreux. Ou avec le big data et ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, ce qui spolie l'identité, puisque des outils comme Facebook, en fait, ils connaissent plus de choses sur vous-même que vous-même. Il y a d'autres éléments également, comme la fin des traités sur les armes nucléaires, qui font que le monde est de plus en plus dangereux et rend la probabilité d'une guerre nucléaire bien plus grande qu'auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui est peu connu, mais qui est extrêmement préoccupant. La marchandisation généralisée, c'est-à-dire que tout devient marchandise, y compris le corps des gens. Et puis, dernier point, la surpopulation, puisque la population mondiale croît de façon exponentielle, et faire croître une population de manière exponentielle dans une Terre qui est finie, ça ne peut pas fonctionner. Les croissances exponentielles, ça ne s'arrête toujours. Ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible. C'est un principe physique. Donc, par rapport à ça, on a des solutions qui sont proposées, mais l'offre est limitée. Donc, en fait, on se retrouve dans une impasse par rapport aux solutions proposées ou avec des limites. Donc, par exemple, le premier cas, c'est Le Pen, puisque son avènement au pouvoir est quasiment impossible, hein, on l'a bien vu aux dernières élections, pour de multiples raisons, on a parlé des médias, etc., ou la qualité personnelle de cette personne, etc. Il y a très peu de chances. Admettons même qu'elle gagne 10%, hein, indépendamment de l'idéologie, hein, qu'elle gagne 10%, elle passerait de 35% à 45%, donc 10% sera déjà une progression gigantesque, elle ne sera toujours pas élue. Donc c'est quasiment impossible qu'elle soit élue. Et même si elle a été élue, prenons ce cas de figure, supposons un miracle se produit, admettons, elle est élue, mais elle ne pourra rien faire, puisque le système est très puissant et ils actionneraient tout un tas de leviers, de telle sorte que de toute façon elle soit réduite à l'impuissance et qu'elle ne puisse rien faire, ne pas mettre en œuvre ce qu'elle dit. Donc c'est une impasse. Alors, il y a aussi Asselineau hein, qui nous propose une Europe et qui fait le constat que l'Europe libérale
est un problème pour nous. Donc on a vu que, mais c'était qu'un des éléments du système, l'Europe. Hein, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait pour les autres problèmes c'est quoi ses propositions? Sortir de l'Europe, c'est bien gentil, mais peut-être c'est nécessaire, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est qu'un des problèmes auxquels nous allons confronter. Nous venons d'en faire la liste et elle est bien plus longue que ça. Donc, sortir de l'Europe, peut-être, si c'est nécessaire, sans doute, mais que se passe-t-il pour les autres problèmes auxquels nous sommes confrontés? Et là, c'est un peu le silence radio, c'est le programme unique d'Asselineau. Bon, après, on a Europe Écologie Les Verts, mais bon, là, pour moi, ils font partie intégrante du système libéral-libertaire. Hein. Daniel Cohn-Bendit en fait partie hein, d'Europe Écologie Les Verts, c'est pas un hasard. Et puis les solutions qu'ils proposent ne sont pas à l'échelle. C'est-à-dire que notamment, et c'est une des choses les plus importantes sur l'énergie, il faut absolument produire beaucoup plus d'énergie, puisque de toute façon, mécaniquement, la population mondiale, sur son inertie, va continuer de croître. Donc, c'est pas déjà, on aurait déjà du mal à remplacer, même si on restait à population constante, on aurait déjà du mal à faire une transition énergétique comme ils en appellent de leur vœu. Mais en plus, il faut 50% de plus d'énergie d'ici 2050. Donc c'est juste complètement irréaliste. Et c'est en fait, ils servent le système dans le sens où ça crée des niches en fait pour créer des faux marchés. Pour ça qu'ils ne sont pas gênants et qu'on les laisse prospérer et qu'on promeut justement l'écologie ou des choses qui ont très peu d'importance comme le tri sélectif ou des choses comme ça. Ou qui permettent de culpabiliser les gens d'ailleurs au passage. D'autres SROF limités, ce que j'appelle des rafistolages ou des démarches partisanes. Bon, on va prendre Mélenchon, hein, qui est également sur un projet de 6ème République. Le problème, c'est que il a une approche qui est très partisane, et du coup, quand on fait une constitution, on ne peut pas faire une constitution juste pour les gens de gauche. C'est pas possible. Faut que ça soit une constitution qui soit acceptable par l'ensemble de la population. Donc ça, c'est un problème. Tu peux pas être à la fois partisan et proposer une constitution pour l'ensemble des Français. Il faut que ça fasse consensus, un large consensus. Je ne dis pas l'unanimité, mais au moins un très large consensus. Bon, et notamment, il y a des mélanges de genres. Par exemple, il veut mettre l'avortement le droit à l'avortement dans la Constitution. Enfin, on n'est pas sur le même genre. Ça n'a rien à voir. La Constitution, c'est les lois qu'on met ensemble, pour faire vivre la démocratie. Quel rapport avec l'avortement? Enfin, vraiment, c'est pas du tout. Il y a un manque de lucidité évident et de rationalité, même, je dirais, sur cette loi. Donc, du coup, on a une impossibilité de rassembler les Français autour de ce projet. Et qui plus est, c'est le troisième point, l'approche qu'il propose avec une assemblée constituante. C'est-à-dire que la Constitution, bah, on va les lire, mais on ne sait pas encore ce qu'elle va être. Et en plus, s'il veut actionner ce qu'on appelle l'article 11 de la Constitution, en fait, qui n'est pas fait pour ça. Hein, et donc, enfin, c'est une approche qui est réaliste, hein, y compris au niveau juridique, quoi. Donc, c'est assez ennuyeux. Puis, dernier point, la Constitution qui propose, visiblement avec un système parlementaire fort, va rendre en fait une constitution qui est non fonctionnelle, c'est-à-dire une France ingouvernable telle qu'on a pu la connaître au moment de la 4ème République, par exemple, ou qu'on la connaît dans de nombreux autres pays, comme en Italie ou en Israël, où on a des coalitions bancales qui se mettent en place et qui rendent le pays non fonctionnel, non gouvernable. Il y a les gilets jaunes également, où là on a une approche qui est essentiellement protestataire, mais c'est-à-dire c'est pas des solutions, il n'y a pas de solution constitutionnelle en tant que telle, hein. Bon, à l'exception du RIC, évidemment,
Mais le rythme ne suffit pas à faire une constitution. Donc voilà, donc on est dans la protestation, on n'est pas dans la gouvernance, ce qui est logique. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est tout à fait légitime dans une démocratie qu'il y a des mouvements contestataires. Mais c'est pas eux qui ont vocation à devenir, à porter le gouvernement, sauf à avoir une tête justement qui permet de tracer une voie. Alors, ouvrir un nouvel espoir, et c'est là où on en était arrivé la dernière fois. Donc, la 6ème République, pourquoi? Donc, l'idée, c'est donc d'ouvrir vraiment un nouvel espoir, et donc d'avoir une voie offensive, durable et optimiste. C'est-à-dire, vraiment, c'est pour ça qu'on est sur les mercredis de l'espoir, il faut vraiment créer un optimisme, et donc s'attaquer à la racine des problèmes, et s'en sortir par le haut. C'est vraiment ça l'idée. Donc, première des choses, unifier largement les Français sur un projet justement qui dépasse les clivages, et notamment, et très particulièrement, le clivage gauche-droite, puisque c'est ce qu'a fait Macron, quelque part, en rassemblant des gens de droite, du centre et de gauche, mais sur le projet centriste et européiste et mondialiste qu'il propose. L'idée, c'est de refaire société, c'est un préalable pour sortir des blocages, évidemment, et le nouvel espoir, c'est aussi de créer un décalage qui met le système en défaut. C'est-à-dire le système, il est bien rodé, il est préparé pour diviser, mettre Marine Le Pen en avant ou Mélenchon en avant, suivant les circonstances, de telle sorte que les Français restent divisés et ne puissent pas justement se rassembler. Et donc, l'idée, c'est de créer un décalage par rapport au système pour qu'il ne soit pas préparé à ça et qu'il ait un peu une difficulté à y répondre. Et par ailleurs, ça permet aussi d'offrir un creuset pour rassembler les Français, c'est-à-dire d'où qu'ils viennent, mais d'où qu'ils viennent dans tous les sens du terme, c'est-à-dire en termes d'opinion politique, pour peu qu'ils ne soient pas mondialistes, européistes, et pour un gouvernement mondial, comme Attali l'a répété cette semaine par rapport au Covid-19, qui voit une opportunité, un cynisme absolu, quoi. Mais aussi la jeunesse, et donc pour que des jeunes qui n'ont pas eu une expérience politique antérieure puissent s'investir, d'où qu'ils viennent, y compris de différentes origines, je veux dire des gens qui sont issus de l'immigration notamment, qui puissent s'investir et refaire un creuset français autour de ce projet. Donc c'est ça, unifier largement les Français et ouvrir un espoir. Donc la Constitution devient un levier du renouveau. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est de poser des principes dans la Constitution qui permettent de s'en sortir. Donc, qu'est-ce que c'est ces principes? C'est réenchanter la nation, par exemple, qui est le lieu principal de la démocratie. La démocratie, le lieu principal de la démocratie, c'est la nation. Au-delà de la nation, on voit bien que les élections européennes, ça n'intéresse pas grand monde. Au niveau local, il y a aussi la démocratie locale, ça c'est tout à fait vrai. Mais tout le monde sait bien que là où se fait la politique, c'est au niveau de la nation. Raffermir ses bases pour aller de l'avant, c'est-à-dire c'est aussi se creuser, c'est aussi l'occasion de reconstruire une identité française renouvelée, et pas simplement celle du passé, mais celle d'aujourd'hui et pour demain. Et secondairement, peut-être, parce que nous sommes européens, évidemment. Mais pas cette Europe-là, en tout cas, ça c'est sûr. Mais factuellement, nous sommes européens, donc nous avons des voisins, et nos voisins, ils vont rester là. Hein. Et nous allons rester là aussi. Donc, tout ça, c'est reconstruire une identité française, plutôt que du communautarisme. C'est l'opposé du communautarisme, en fait, c'est garantir la paix en interne, en Outre-mer aussi, refaire peuple avec le peuple d'Outre-mer. Il faut voir qu'aux élections européennes, dans les Outre-mer, la participation est de 15%. Donc, c'est vraiment très peu. Et puis en externe également, puisque quand on a sa propre identité, ben on n'a pas peur de discuter avec les autres et de s'affirmer et de se frotter et que ça se passe bien en fait. Mais avec chacun, avec sa propre diversité, son propre apport justement, sa propre culture. Jouer collectif, donc promouvoir le collectif contre l'individualisme en sortant du tout marché, tout ouvert, hein, on voit bien où ça mène, à notre destruction de l'industrie d'une part, et
à la destruction de nos cultures par une immigration massive et une destruction de nos vies, puis par ce Covid-19 notamment. Donc, vers un monde réellement multipolaire, c'est-à-dire pour une vraie diversité, donc pas justement un nivellement des goûts comme on nous le fait aujourd'hui avec des KFC, des McDonald's et des Coca-Cola pour tout le monde, et rien d'autre. Non, justement, le multipolaire, c'est la diversité. Il faut que chacun garde son identité, donc avec des pôles. Donc les pôles, par exemple, c'est l'Europe, hein, puisqu'on est dans un monde où les moyens de communication sont décuplés par rapport à avant, donc on ne reviendra pas en arrière là-dessus, et puis c'est très bien comme ça. Mais voilà, mais des pôles divers, donc avec des pays et des langues différentes. C'est ce qui permet d'être consistant, donc d'être sur ses deux jambes et d'être durable, parce que ça c'est durable. Être durable, c'est être divers. Quand on est tous pareils, eh bien la moindre perturbation vous pose problème. L'ouverture, enfin, c'est-à-dire que à partir de là, on peut parler à tous. Il faut reparler à tous, aux villes et aux campagnes, qui sont divisées aujourd'hui, aux gens de droite et de gauche, qui sont divisés aujourd'hui, or qu'on a vraiment en commun une chose, c'est que nous pensons, entre les gens de droite et les gens de gauche, ils ont en commun une chose très importante, c'est qu'ils pensent que le politique doit gouverner l'économique. Or que les gens comme Macron, les libéraux, eux, c'est l'économie, le marché doit tout gouverner, et le reste est subsidiaire. C'est vraiment quelque chose de très important, duquel il faut vraiment prendre conscience. Distinguer le subi du choisi, c'est-à-dire que ce qui est choisi est discutable, puisque vous l'avez choisi, c'est un choix, on peut discuter les choix. Ce qui est subi n'est pas discutable, et c'est même inadmissible de le discuter, puisqu'on ne choisit pas de naître handicapé, de naître de telle couleur de peau, de naître dans telle culture, etc., etc. Tout ça, ça permet de s'ouvrir au monde, tout en défendant ses propres intérêts. Hein. Sinon, ce n'est pas durable. Sinon, ça veut dire qu'on a des gens qui sont des traîtres dans notre gouvernement et qui font en fait le travail, pas pour nous représenter, mais pour représenter une oligarchie qui se croit au-dessus des peuples. Voilà ce qui est durable. Alors, quel principe c'est-à-dire comment, quel espoir, justement, quel principe, quel espoir, qu'est-ce ce que j'appelle les nouvelles lumières. Donc les nouvelles lumières, c'est s'inscrire dans l'élan des lumières du XVIIIe siècle et partir de là où ils nous ont amenés et continuer l'œuvre. Hein. Donc s'inscrire dans notre histoire, donc les lumières, la révolution de 1789, mais dépasser cela, puisque on voit bien par l'expérience et les dérives qu'il y a eu au cours de ces 2 derniers siècles. On peut parler, alors voilà, il y a eu des choses positives, hein, il y a d'autres vidéos qui en parlent, mais comme l'abolition de l'esclavage, mais il y a aussi la colonisation, donc, avec des points positifs et négatifs, mais bon, hein, les guerres mondiales aussi, l'exploitation de l'homme par l'homme, voire des enfants. Donc voilà, bon, puis la situation actuelle, avec la destruction des sociétés, et plein d'autres choses, le libertarisme dont on parlait précédemment, donc, et tous les impacts écologiques, avec une croissance, parce qu'il faut toujours qu'il y ait de la croissance. Le capitalisme, il a besoin de croissance éternellement, puisque le capital doit croître en permanence. Et ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Dans un monde fini qui est notre petite terre, finalement, perdue dans l'univers, ça ne peut pas exister. Donc, c'est un modèle qui ne peut pas fonctionner, qui mène forcément à la catastrophe. Et puis, également, s'inscrire dans notre histoire, ça veut dire aussi s'appuyer sur les apports de la Ve République, parce que la Ve République est critiquée bien souvent, mais elle a quand même quelques avantages, notamment le fait de savoir dégager des majorités de gouvernement, et donc d'être en capacité d'avoir toujours une gouvernance. Et puis, il y a ce que j'appelle, vous verrez ça dans l'organisation de la Sixième République, la notion de circuit court, et ces circuits courts sont nécessaires. Bon, on le voit aujourd'hui avec l'épidémie, mais il y a des situations où on a besoin de circuits courts. Et un circuit court typique,
c'est le RIC. Hein. Donc, voilà. La Ve République a aussi apporté des choses et il faut s'inscrire dans cette filiation également. Ça a fait partie de notre histoire. Et ça serait bête de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme dit l'expression. Et puis, s'inscrire dans notre histoire, c'est aussi prendre en compte les apports des penseurs contemporains, c'est-à-dire ceux qui ont réfléchi aux problématiques depuis les Lumières. Donc, et en premier lieu, il y a deux philosophes qui inspirent la démarche, c'est Simone Veil, avec ses écrits, Simone Veil, la philosophe, hein, qui est morte durant la Deuxième Guerre mondiale, et Michel Clouscar, qui lui est mort, je crois, en 2009, qui sont les deux philosophes, et qui a théorisé, lui, le libéralisme libertaire, justement, tout mai 68 et les effets délétères et la société de consommation, et tout ce qu'il appelle la société du désir et de la transgression, justement, et de l'opposition au sein même de la société, entre les hommes et les femmes, les enfants et les parents, etc., avec la mise en valeur et la valorisation de cette opposition, qui fait qu'on se trouve aussi dans une impasse politique aujourd'hui, puisque au niveau atomique, nous sommes divisés entre nous. Donc ça, il faut dépasser cela, et il faut vraiment que les penseurs contemporains, et c'est ça les nouvelles lumières aussi, c'est qu'il faut que les penseurs d'aujourd'hui se dépassent. Et bon, il y a une proposition d'Étienne Chouard, notamment le RIC, très bien, voilà des propositions à la hauteur. Il faut inventer les nouvelles lumières et monter sur les épaules de ces géants, s'appuyer sur 1789, mais dépasser cela pour aller plus loin. Ça, c'est fondamental, sinon... Et c'est ça le nouvel espoir. Parce que avec ces principes-là, nous allons créer vraiment un nouvel espoir, un nouvel élan, et un élan qui va repartir au-delà de nos frontières. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rayonner, comme la France sait si bien le faire, avec les Gilets jaunes, par exemple. On voit que la France rayonne encore, puisque les Gilets jaunes, qui est une invention française sur nos ronds-points, eh bien, on a vu que dans le monde, ces Gilets jaunes étaient repris. Donc, nous avons encore cette capacité, et c'est pour ça que les intellectuels et les penseurs d'aujourd'hui, ils doivent participer, c'est fondamental, pour sortir par le haut. Donc, voilà, c'est un projet ambitieux. Et si on veut s'en sortir, il nous faut un projet ambitieux. On ne peut pas créer un espoir sans avoir de l'ambition. Mais il faut qu'il soit réaliste. C'est pour ça qu'il s'appelle un président pour la Sixième République. Pourquoi un président pour la Sixième République? Parce que comment est-ce qu'on peut faire évoluer la Constitution? Les solutions qui sont proposées jusque-là ont échoué. Enfin, il y a plein d'associations sur la Sixième République, la de Mélenchon, on en a parlé tout à l'heure, de partir des assemblées locales et tout ça. Mais tout ça, ça ne marche pas. Ça n'existe pas dans la réalité. Vous ne ferez jamais rien changer comme ça. Ou alors, il faut faire une révolution. Alors, à ce moment-là, bon, on change d'échelle. Et puis, quels sont les résultats de la révolution? C'est toujours très incertain. Hein. Et puis, on voit aussi qu'il y a des contre-révolutions. Voilà. Les voies pacifiques pour instaurer une Sixième République, il n'y en a pas 50, il y en a que 2. Soit il faut qu'il y ait un référendum qui soit d'initiative partagée, puisque c'est la seule chose qui existe aujourd'hui dans la Constitution pour mettre en place cette Sixième République. Donc autant dire que ça part d'en haut, et je ne vois pas nos politiciens, comme l'explique si bien Étienne Chouard, scier la branche sur laquelle ils sont assis. Soit ça part d'une autre solution, et la seule autre solution qui est à notre disposition, c'est d'élire un président qui, lui, a le pouvoir, c'est un peu se servir de ce qu'est la Ve République pour la transformer, et pour transformer notre République en une Sixième République, puisqu'il aura ce mandat, et cet unique mandat, donc un mandat unique et impératif, de mettre en œuvre cette Sixième République. Donc, voilà. Et ça, c'est faisable. C'est difficile, c'est ambitieux, mais un président qui est élu sur ce mandat, et qui peut être élu, je le crois, largement, très largement, si on donne aux Français les moyens de se rassembler, de dépasser leur clivage, et vraiment de se projeter dans l'avenir et de sortir de la sinistrose dans laquelle nous sommes depuis tant d'années,
bien je pense qu'on peut rassembler très largement les Français. Et à partir de là, avec cette force, ce président pourra proposer un référendum, activer l'article 89, avoir une assemblée qui sera élue dans la foulée pour mettre en œuvre ça. Et là, oui, effectivement, la 6ème République peut être mise en œuvre. Ça nécessite donc un président qui présente cette 6ème République et une constitution qui est préparée avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas repartir dans un cycle constitutionnel qui risque de durer plusieurs années quand même, et peut-être pour être après retoqué. Non, ce n'est pas raisonnable. Là, ça ne fonctionne pas. Dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans cette constitution. Donc, il faut s'appuyer sur les mécanismes actuels pour pacifiquement, mais fermement, parce que ça ne va pas se faire tout seul non plus, mais fermement mettre en place la 6ème République. Et il faut bien voir, c'est que le président, c'est à la fois le principal problème, mais c'est aussi le levier de la transformation. Si vous consultez les gens qui sont des spécialistes de la transformation, ils vont vous expliquer ça. C'est qu'en fait, les organisations possèdent en elles-mêmes, bien souvent, les leviers qui permettent la transformation. Et que le problème est bien souvent à la fois le problème et le levier qui permet de faire la transformation. C'est le principe un peu chinois du li et du wei. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est d'être à la fois réaliste et raisonné, et d'agir le moins possible pour que la transformation s'opère. Et le meilleur moyen d'agir à minima pour que la transformation s'opère dans la 5ème République, c'est de passer par le président de la République. Voilà comment ça fonctionne. La réalité, c'est celle-là. Alors je comprends qu'il y a plein de gens que ça choque, qui disent « Ah ben non, on ne peut pas faire comme ça ». La réalité, c'est celle-là. Après, si on ne l'accepte pas, eh bien on restera avec Macron ad vitam aeternam, et on va aller vers la barbarie, et de plus en plus vers la barbarie. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Le fonctionnement, il est comme ça. Servons-nous-en pour cela, pour un président. Donc, une constitution qui doit être novatrice, donc, et qui emporte l'adhésion. Donc, on a vu les principes, et sont exposés par ailleurs à différents endroits, sur le fait qu'elle est novatrice, qu'elle est enracinée dans notre histoire pour autant, mais elle est là pour emporter l'adhésion. Et comme elle est pensée de façon par justement quelques personnes, hein, parce qu'une bonne architecture, moi je suis architecte logiciel, hein, donc informaticien, architecte logiciel, je sais que les bonnes architectures, elles sortent de 1 ou 2 cerveaux, pas de 15. Essayez d'écrire un texte à 15 ou 10 personnes, vous n'y arriverez pas. On ne peut écrire un texte qu'à 1 et éventuellement 2 personnes. C'est tout. Et bien, une architecture, c'est encore pire qu'un texte, puisque c'est un peu plus compliqué. Eh bien, vous n'arrivez pas à faire quelque chose qui fonctionne, qui soit équilibré. La 5ème République, elle a des défauts, mais elle est sortie d'un cerveau, celui de Debré. Et voilà, c'est ce qui fait qu'elle fonctionne quand même. Hein, elle a ses défauts, mais elle fonctionne. Et elle dure depuis de très nombreuses décennies. Donc, ça veut dire qu'elle a une cohérence interne quand même importante. Donc, une architecture équilibrée avec des principes forts, mais aussi également, et le risque d'une constituante, c'est ça, c'est justement de faire un peu une constitution idéale, mais qui ne tient pas compte des forces. Hein. Il y a la bourgeoisie, il y a les gens, il y a les ouvriers, il y a les employés, les agriculteurs, il y a des lobbies, etc. Il faut tenir compte de ces forces. Ces forces doivent trouver des moyens de s'exprimer. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver comme au Venezuela ou en Équateur ou autre, où vous allez avoir un coup d'État ou des embargos ou tout ce que vous voudrez, et on va vous mettre plein de bâtons dans les roues, et ça ne fonctionnera pas. Donc il faut tenir compte des forces. Si on ne tient pas compte des forces, c'est voué à l'échec. Donc ça nécessite que la Constitution soit rédigée en amont. Et en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Assemblée constituante, c'est maintenant. C'est-à-dire que si vous voulez participer à la rédaction de la Constitution, c'est maintenant que ça se passe. C'est-à-dire que là, il y a plein des éléments qui ont été mis sur les sites, sur YouTube, sur le site web, sur Facebook. Il y a des éléments qui sont là, les principes sont là. Voilà, l'appel dans l'action, dans la vidéo sur les actions, eh bien, justement, rédiger la Constitution, c'est maintenant. L'Assemblée constituante, quelque part, c'est maintenant.
C'est en amont. Donc en conclusion, pourquoi une 6e République est-elle indispensable? En quoi, déjà la question, en quoi la 6e République résout les problèmes? Eh bien, je vous le dis très clairement, elle ne résout pas les problèmes. Elle ne résout ni les problèmes du quotidien, ni ceux de long terme. En elle-même, une constitution, ce ne sont que des règles du jeu. Donc là, l'idée, c'est de changer les règles du jeu et de mettre dans les règles du jeu des principes forts qui vont nous orienter et qui vont nous guider pour demain. Mais voilà, elle donne les moyens, elle va donner les outils et les moyens, les mécanismes qui vont permettre de résoudre les problèmes. Donc, on va pouvoir sortir, déjà en réunifiant les Français. Ça va être déjà très important de faire ça. Et donc, on va pouvoir sortir des blocages, de la régression et de la destruction de la société. En fait, c'est un préalable à tout vrai changement, car sinon, les changements sont impossibles. On le voit bien, la société est bloquée et sauf à être à partir dans le changement macronisme, c'est-à-dire celui de la régression et de la destruction de tout, quoi, hein, et de la planète et des hommes et des sociétés, eh bien, on le voit bien, on ne peut pas changer. Les alternances le montrent, même avec les meilleures des bonnes volontés, en supposant ce qui est faux, hein. Mais en supposant par exemple que François Hollande ait eu la volonté de changer les choses, il n'y serait pas parvenu, il ne l'a pas fait. Et en fait, les évolutions qui vont se produire suite à cette 6e République, telle que les principes en sont posés, en fait, c'est en déroulant les conséquences dans tous les domaines de ces principes que petit à petit, on va aller vers une nouvelle société, assez rapidement quand même, mais de façon simplement en se disant, ah ben, on suit ces principes et du coup, on va s'apercevoir qu'on va résoudre plein de problèmes. Et comment est-ce qu'on les résout, notamment? Parce que le préambule est normatif. C'est-à-dire que les principes, aujourd'hui, comme la Déclaration des droits de l'homme, le truc sur l'environnement de 2004, tout ce qui est mis en préambule de la Constitution, en fait, c'est un peu décoratif. Et puis, ça repose que sur du droit. Et comme on a l'occasion de le dire par ailleurs, le droit, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Ces principes sont au-dessus de ces droits, hein. Je vous renvoie à tous les ouvrages de Simone Veil et aux vidéos de présentation qui expliquent ça mieux que ça, ici. Mais en déroulant ces principes et en les rendant normatifs, c'est-à-dire que, du coup, ces principes deviennent des finalités, c'est-à-dire que toute loi qui ne respecte pas ces principes et qui ne respecte pas ces finalités ne peut pas devenir une loi. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Et donc, en déroulant cela dans tous les domaines, nous allons voir que nous allons résoudre beaucoup de problèmes. En fait, tous les problèmes. Croyez-moi. Et bien plus que vous ne l'imaginez, car dans ces principes, croyez-moi, il y a des subtilités qui vont très loin. Et aussi, et finalement, par une démocratie donc plus profonde, plus enracinée, mais tout ça en étant réaliste, parce que le mécanisme qui est proposé, les principes qui sont posés, sont complètement réalistes et ont été échangés, débattus, les ouvrages de Simone Veil ou ceux de Michel Clouscar. Par exemple, il y a l'idée de mettre en place une chambre des forces constituantes, des forces productives, pardon. La chambre des forces productives, qui va reprendre donc le contrôle sur les organismes sociaux, c'est-à-dire de façon paritaire, c'est des choses qui ont fonctionné, hein, ça fonctionnait en France. C'est une proposition de Michel Clouscar, mais c'était aussi une proposition une idée du général de Gaulle dans son discours de Bayeux. Donc, vous voyez, les connexions qu'il y a, ça vient de très loin. Donc, cela est très important. Mais c'est réaliste. Voilà donc en conclusion, eh bien, je vous invite, on arrive à la fin de la vidéo, là, on a fait 45 minutes. Je m'excuse encore pour le défaut de départ, j'avais coupé le son, hein, je suis vraiment désolé.
Donc, vous allez voir, vous me voyez un peu m'évertuer sans entendre le son, donc c'est un peu ennuyeux. Donc là, des actions pour la 6ème République. Donc, visionnez cette vidéo. C'est comme ça que vous pourrez vous engager, que vous pourrez participer et, vous engager et participer justement et commencer d'agir pour ouvrir justement un nouvel espoir pour demain, puisque c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Voilà, nous arrivons au terme de ces nouveaux mercredis de l'espoir. J'espère que ça vous a convaincu. Si ça ne vous a pas convaincu, eh bien, réagissez. Vous êtes invité à réagir, à débattre. Je débattais aujourd'hui avec quelqu'un qui disait oui, mais alors on va s'en remettre, par exemple, à un sauveur. La démocratie représentative, elle est inévitable. La démocratie directe, malheureusement, c'est une utopie. On aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'il y aura peut-être une présentation dédiée à cela, d'ailleurs, pour expliquer en fait que la démocratie directe, alors elle peut arriver. Il faut y avoir des médiations pour ça. Le RIC en est une, ou le suffrage universel en est une autre. Le RIC en étant une variante, évidemment. Mais la démocratie représentative est incontournable. Et, d'autre part, la démocratie, c'est un but, c'est une tendance. Mais la démocratie absolue, ça n'existe pas non plus. Hein. Il y a plein de choses qu'il faut intégrer, être réaliste et arrêter de se raconter des histoires, de faire de beaux rêves et essayer de faire des choses concrètes parce que là, la situation est grave. Si on ne réoriente pas très rapidement, ça va être terrible. Ça va être absolument terrible. Donc, on a l'opportunité de s'en sortir, de vraiment s'en sortir par le haut. C'est possible. Moi, je suis persuadé que c'est possible. Et je suis persuadé que nous pouvons le faire, que nous sommes le peuple qui pouvons le faire. Hein, et que nous pouvons convaincre d'autres peuples d'aller dans cette direction avec nous. Mais ça nécessite évidemment un engagement, hein, de redevenir citoyen, de redevenir de vrais citoyens. Hein, ce que beaucoup de gens ont perdu, et particulièrement je crains dans une partie de la jeunesse. Hein. Mais là, c'est vraiment une opportunité de le faire et, et d'ouvrir vraiment cet espoir, mais de manière réaliste. Ça, c'est très important en gardant les pieds sur terre et en cessant de prendre nos désirs pour des réalités. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Nous verrons le thème. Il n'est pas encore choisi. On verra ça. Sans doute peut-être sur justement la direction et comment va être mené ce projet. Ou il est bien possible qu'on parle de l'esprit critique. Cultiver l'esprit critique et ce genre de choses. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, en attendant, hein, n'oubliez pas que c'est toujours important de s'engager. Donc, je vous rappelle hein, de revoir la vidéo, les actions pour la 6ème République. Nous attendons, nous vous espérons, hein, parce que bien sûr, rien ne sera possible sans l'engagement des citoyens. Au revoir, bonne semaine, et prenez soin de vous. Rester confiné, c'est vraiment la seule solution que nous avons aujourd'hui. Allez, à très bientôt. Que nous avons aujourd'hui. Allez, à très bientôt.